Je suis née déjà par ici, donc je fais un peu mon enfance dans Charleroi. Donc j'ai connu un petit peu le Charleroi d'avant et maintenant je découvre le Charleroi d'aujourd'hui. Je n'ai jamais été habitant de Charleroi. Je suis venu à Charleroi à la force des choses. Quand j'ai été séparé, je me suis retrouvé sans logement. Donc je suis revenu sur la zone de Charleroi, sans rien connaître parce que je ne connaissais rien. Et j'ai appris à connaître grâce aux gens de la rue qui m'ont appris qu'il y avait des abris de nuit, où ce qu'ils pouvaient manger et tout ça. Et c'est grâce comme ça que je suis arrivé sur Charleroi et que ça fait un petit moment que je suis dessus. Ouais. Ça date depuis 2018 que je suis arrivé sur Charleroi, mais j'ai jamais été habitant de Charleroi. Je suis habitant de la région par ici par hasard, suite à un problème familial, d'où un divorce. Voilà, je suis arrivée ici dans la région de Charleroi complètement par hasard. Je ne suis pas tout à fait de Charleroi, je voyage assez souvent. J'ai habité à Souvray, j'ai habité Viéville, j'ai habité Gosselies, j'ai habité Marcinelle. Moi, je suis arrivée assez tard en Belgique, puisque mes parents étaient en Italie et ils ont immigré. Et ils sont venus à Genk aussi. Et moi, je suis arrivée ici en 1961 parce que bon, mes parents puis ont habité Jumet. Et puis la maison, on a dû détruire cette maison-là. Donc je suis atterrie à Jumet-Goïssard, un très beau quartier au départ qui s'appelait l'Allée Verte et c'était très beau. Mais bon, maintenant, avec tout ce qui se passe... La pauvreté à Charleroi, je la mettrais par un peu d'insalubrité. La ville qui n'a pas pris ça en main, d'aider un peu plus les gens et dans la propreté, leur trouver des logements. Et là, je crois qu'il y a quand même une difficulté de mettre ça en route. On dirait que ça bouge un peu, mais c'est très lent. Vivre en ville, ce n'est pas seulement avoir un toit au-dessus de la tête et râler à propos des poubelles qui débordent. Non, c'est aussi, figurez-vous, se pencher sur comment tout ça fonctionne et peut-être même s'intéresser à l'histoire du coin. Mais bon, qui a le temps de penser à ça La ville de Charleroi, c'est 200 000 habitants, qui est découpée en 5 districts qui composent plus ou moins 40 000 habitants et qui, eux, regroupent en fait les 15 anciennes communes de Charleroi. Et on s'assure qu'au niveau de l'investissement public, les investissements qui sont faits en termes de rénovation, mais de tous ces outils qui doivent être développés. On essaye aussi de travailler beaucoup la végétalisation des quartiers. On sait qu'on est dans un quartier très urbain. On a vraiment cette stratégie de développer ça de manière équilibrée sur le territoire pour que chaque citoyen puisse en bénéficier. On a déjà bien avancé. Il reste encore beaucoup de boulot, mais la stratégie, elle est très claire au niveau des investissements publics. On travaille en lien avec les TEC, avec la 100 moyenne, pour s'assurer que tous les opérateurs publics suivent cette même démarche et qu'il y ait vraiment ce développement homogène des fonctions publiques auxquelles les citoyens peuvent évidemment prétendre et revendiquer sur l'ensemble du territoire. C'est une ville qui a à peine 360 ans par rapport à des villes comme Gand, Bruges, Bruxelles, Liège et autres qui ont des milliers d'années d'existence. Et donc, la ville de Charleroi, ayant une existence courte, on pourrait dire qu'elle a peu de choses à se raconter. C'est une ville militaire au XVIIe et au XVIIIe siècle, une ville très commerçante, remplie de petits ateliers et des industries naissantes que sont le charbon, le verre et l'acier à la fin du XVIIIe siècle et au XIXe et dans le courant du XXe siècle. Ensuite, la disparition de toutes ces industries à la fin du XXe siècle et l'apparition ici, à Charleroi, du socialisme et du parti ouvrier et des grands mouvements sociaux du XXe siècle. On peut dire que la ville s'est un petit peu assagie et que on y vit bien à Charleroi. La ville, ce merveilleux paradis urbain où certains trouvent qu'il fait si bon vivre. Pendant que d'autres, vous savez, ceux qu'on croise à peine du regard, se débattent pour simplement y survivre.
que bon, tout le monde sait qu'entre bruncher en terrasse et dormir sur un banc, c'est juste une question de préférence, non? Tu vas par là ou fais comme ça? Moi j'ai vécu ici, dans la rue. J'allais ici à Rive-Gauche m'asseoir sur les bancs. Oui, Et en été, on s'asseyait ici sur les bancs aussi, tout en aidant les gens de la rue aussi. Dans Charleroi, c'est sécurité zéro. De toute façon, j'ai toujours dit aux gens de la rue, premier ta sécurité et après dormir. Tu ne dors pas, tu sors ta sécurité. Si tu n'es pas en sécurité, ne va pas te mettre dans un coin où tu sais bien, peut-être tu vas te faire attaquer, tu vas te faire voler tes affaires. Non, premier ta sécurité et après dormir. Voilà. Parce que sinon c'est une chaîne sans fin, sans repos, sans bien manger. Après la vie est encore plus compliquée, plus dure de jour en jour, quoi. C'est ça qu'à la fin aussi, il y en a qui sont épuisés autant physiquement que moralement. Et alors c'est là qui craquent, qui tombent ou qui vont voir les mauvaises personnes ou qui se laissent embrigader. Et après, pour les ressortir de ce cercle-là, une fois qu'ils ont mis un pied dedans, ça devient très compliqué. C'est à ce moment-là que les associations comme nous rentrent en piste, parce que du coup, voilà, chacune a un peu ses propres missions, son rôle à jouer. Et voilà, moi ici, comme disait Willy, j'agis vraiment comme un relais entre mon association et les autres associations, mais aussi, comme il disait, voilà, en pouvant apporter, comme je le disais, du matériel qui les soutienne dans le quotidien, quoi. Bon, voilà, et par ces petites actions, voilà, on arrive certains à leur faire prendre conscience de certaines choses importantes, dont la sécurité, comme parle Willy, le fait de bien dormir la nuit, de bien manger, d'aller dans des structures qui proposent justement tout ce genre de services, quoi. Et donc du coup, voilà, c'est aussi d'avoir un rôle motivateur comme peut faire Willy aussi pour essayer de canaliser l'énergie des gens ailleurs que de les mettre spécialement dans la consommation ou autre, quoi. Le pôle éducation permanente de mon association, ils essaient de collecter ces informations-là pour pouvoir porter aux politiques, voilà, de dire il y a autant de logements vides sur Charleroi, donc ils organisent ce qu'ils appellent des marches du vide, où ils déambulent dans les rues de Charleroi et ils placardent des affiches sur les bâtiments où on pourrait occuper facilement de l'espace, parce que ce sont des anciens bureaux, que c'est 120 mètres carrés d'espace qu'il y a. Donc du coup voilà, maintenant c'est très compliqué, on a beaucoup aussi d'arrêtés d'inhabilité ou d'insalubrité, et donc ça nous permet aussi de chiffrer un peu le nombre de personnes qui vont être mis à la rue, quoi. Donc par exemple, pour donner une petite idée, ici, sur même pas un mois, on a reçu une dizaine d'arrêtés d'inhabilité, donc on doit les prévenir les gens, enfin les gens sont prévenus, mais du coup nous, notre action c'est quoi? C'est de passer, de prévenir, de voir s'ils ont les bonnes informations, s'ils savent se retourner, et si pas, alors à ce moment-là, encore une fois, je fais office de relais et je les renvoie vers les structures adéquates. Donc par exemple, pour des familles, je les renvoie directement vers le Triangle à Mont-sur-Marchienne, et comme ça, elles peuvent directement, parce que vu qu'elles ont 3 mois pour partir, entre guillemets, voilà, elles peuvent prévoir leur inscription et faire les démarches dans ce sens-là, quoi. Mais donc du coup, c'est vraiment un de nos chevals de bataille, mais plus au niveau de l'éducation permanente, de vraiment cibler le nombre de logements vides pour pouvoir dire, voilà, il y a autant de gens qu'on pourrait placer dans ces logements, quoi. Et donc ici on arrive dans une zone, comme disait Willy, il y a quelques années il y avait des grands conteneurs qui étaient plus ou moins au pied du pylône électrique. Et là depuis c'est une zone un peu vierge où les gens vont et viennent à l'occasion. Sur une grosse année, on va dire que le terrain a été occupé au moins par presque une dizaine de personnes différentes. Alors de temps en temps les alliances vont bien, de temps en temps elles vont un peu moins bien. Donc voilà, mais de prime abord c'est un terrain qui est souvent sollicité par les gars parce qu'il est un peu à l'écart, on est bien caché, et c'est vrai qu'on vient rarement
nous embêter jusque-là, même si le terrain est bien connu. Hein. Donc du coup, ça ne veut pas dire qu'il n'y a jamais de vol ou quoi que ce soit. Mais voilà, c'est vrai que c'est un terrain un peu propice pour camper tranquillement. Et il y a souvent des tentes ou des personnes qui se mettent là. Et voilà quoi. Et Donc, toi, voilà. psychologiquement, quand tu rentres après une journée comme ça, et que tu n'as rien su faire, tu fais comment pour réagir? Tu as donné tout de toi et qu'il n'y a vraiment pas moyen. Jusqu'à maintenant, rares ont été les journées où je n'ai vu personne. Et rares ont été les journées où j'ai jamais eu un merci. Donc du coup, le côté gratifiant du travail, c'est les gars de la rue eux-mêmes qui me disent, qui me le donnent. Et donc du coup, quand je rentre chez moi, c'est vrai que certaines histoires de vie, les histoires de la rue en général, c'est vrai que ça me pose un peu question, mais je pense que là, sans trop m'avancer, je me rassure en me disant c'est quand même à un moment eux qui ont choisi de ne plus rien faire ou d'être comme ça. Et donc quand je rentre chez moi, même en hiver, quand je savais bien qu'il y en a certains qui n'avaient pas de tente ou à moitié une tente et qui dormaient dans le froid, moi je me dis j'ai fait mon maximum, je leur ai proposé l'aide possible, je leur ai dit où aller s'inscrire et tout ça, mais voilà, s'ils ne sont pas preneurs de cette aide-là, je peux pas moi le soir me dire non, et ma limite, alors parce que alors après ça ne sert même plus à rien d'être salarié. Je rentrerai chez moi, je penserai à ça, j'aurai du matos, je repartirai en rue leur donner quoi. Et ça c'est des choses auxquelles j'ai déjà pensé, c'est juste que je me dis qu'il faut mettre des limites, moi je dois me mettre des limites professionnelles, parce que alors sinon je travaillerais presque H24 et ce serait pas faisable, ce serait pas faisable. Et voilà. Ici, on va aller voir une cabane qu'un gars de la rue a aménagée. C'est un ancien élagueur grimpeur. Donc il a de bonnes compétences dans ces domaines-là. Et il avait commencé à construire une cabane et il ne l'a pas achevé parce que finalement il y a un autre projet qui lui est tombé dessus, qui était beaucoup mieux. Et donc du coup, il a décidé de se consacrer sur l'autre projet. Et il a laissé quand même la cabane. Et on va aller le voir. Voilà, tu pouvais venir. Malheureusement, la cabane a été démontée en partie, ça c'est dommage. Mais voilà, elle ressemblait à ça et alors avant, toutes les plaques qui sont en dessous faisaient les murs et le toit quoi. Mais c'était encore en place il y a quelques semaines. Et là maintenant, voilà. Mais voilà, des fois il y a des gens qui viennent quand même s'abriter en dessous. Et alors après, je vais te montrer un autre endroit. Il faut passer comme ça là. En fait, c'est le long du mur, tu vas voir, il squattait là aussi de temps en temps. Il mettait bien une tente ou l'autre. Hola, hola les gars, il y a quelqu'un? C'est Martin. Hop. Les gars, il y a quelqu'un? Voilà, ici je vais vous montrer un campement qui à mon avis a été déserté, enfin déserté non, mais à mon avis il n'y a plus grand monde qui y vient. Mais voilà. Voilà, monter sur palette. Petite tente attachée, mais à mon avis ça fait longtemps, elle était bien trempée, donc à mon avis ça fait un petit temps que la personne n'est plus venue.
Pendant tout un temps, mais vraiment longtemps, hein. Là, en dessous du pont, il y avait quelqu'un qui avait aménagé son campement. Même la ville, la police était passée, tout ça, et parce que la personne avait mis un plancher, parce qu'en dessous, il y a des câbles vraiment à haute tension qui passent, et parce qu'elle avait mis un plancher, ils avaient dit qu'elle pouvait rester là. Et en fait, le dessous du pont appartient à la Tech. Et un jour, ils sont venus avec des bulles, et c'était en pleine période hivernale, sans prévenir, sans rien, et ils ont tout rasé. Et donc la personne s'est retrouvée avec toutes ses affaires personnelles, tout, papier, vêtements, chaussures, tout ce que vous voulez. Tout s'est retrouvé dans un gros camion benne et tout a été mis directement aux ordures, quoi. Et depuis, ils ont remis des barrières, ils ont bien bloqué ça pour que plus personne ne passe. Ce qui est forcément triste parce que là, ça ne gênait personne à part peut-être le personnel de la Tech qui voyait des gens passer sous un pont. Ah, les abris de nuit, les tentes de fortune. C'est bien pratique, mais ce qu'on oublie souvent, c'est qu'il y a aussi des millions de mètres carrés de bureaux vides, des bâtiments abandonnés, qui dorment en paix. Alors pour certains, le squat devient une alternative. Pourquoi ne pas transformer un open space en logement? À moins bien sûr que ça ne finisse en parking. Oh, c'est tellement plus utile. Oui, j'avais besoin de... En fait, moi j'avais besoin que quand le propriétaire qui venait voir le bâtiment, qui voyait qu'on avait soin. Oui, d'accord. Maintenant, voilà, moi j'ai acheté des sacs. Quand je repartais au centre, Tu défendais ton honneur par la propreté de... Oui, ça je comprends. Mais il y a toujours des grosses têtes qui s'emmerdent et qui ne le font pas. Non, j'étais bien accompagné. Ah oui, quand même. J'étais bien accompagné. Il y avait une bonne ambiance d'entraide. J'étais bien accompagné par certaines personnes. Mais j'ai vécu à peu près 1 an et demi dedans. Cette tour a toujours été connue comme des bureaux dans le temps, et dans le temps des ASEC. Et voilà. Et alors cette tour, quand les bureaux sont partis, ils ont été exploités par les gens de la rue. Parce que on était à l'abri de la pluie, du vent. On avait des structures qui pouvaient nous donner des tentes. Il faut bien penser qu'en hiver, si vous n'avez pas de tente, vous n'avez rien du tout pour des couvertures, tout ça, vous avez très froid. Dans le bâtiment, on avait aussi le courant. Donc on pouvait se permettre de charger nos GSM, faire à manger, faire du café et tout ça. Voilà. Et on allait chercher tout ce qui est colis alimentaire, à manger. On allait à l'abri de nuit à Dourlet pour savoir manger après dans la tour. Et tout ce qui est douche, on allait, comme chez nous donnait accès pour nous autres boire un café et savoir profiter de la douche aussi. On a logé toute une famille complète ici, parce que la famille s'est retrouvée, l'abri de nuit, c'était pas possible, parce que c'était vraiment, l'abri de nuit ne te donne plus accès. 3 jours dehors et 1 jour là-bas. Donc à ce moment-là, on a pris cette famille et on a été chercher des tentes. Donc on était à peu près, au 3e, on était à peu près une dizaine qu'on vivait dedans. Voilà. Le constat est quand même, oui, on est vraiment dans une région où il y a une grande précarité. Les gens essayent de tirer sur toutes les cordes pour se maintenir, mais voilà, on se rend compte que malgré tout, les gens se retrouvent bloqués. Moi, j'ai vraiment des personnes où je me retrouve même démuni quand je travaille avec elles. Quand tu vois qu'un revenu d'intégration, c'est 1200 et quelques, presque 1300, et que tu vois que tu as ton loyer qui est à 600, 650, sans tes charges, c'est pas possible. Normalement, c'est calculé que pour un loyer, ça doit être 1/3 de ton revenu. Je te laisse faire le calcul. Forcément, c'est pas possible avec un revenu de 1300 €. Les propriétaires, forcément, ils vont prendre les gens avec une meilleure stabilité, alors que tu peux être un très bon payeur en ayant une allocation sociale.
Enfin voilà, c'est toutes des choses qui amplifient ce phénomène de crise du logement. Moi j'habite Charleroi et donc je le vois tous les jours, ça fait des années, je vois l'évolution. Moi forcément il y a des bâtiments, depuis des années il n'y a rien qui est fait. Et pourtant des fois on entend oui il va y avoir des rénovations mais il n'y a rien qui change et il y a de plus en plus de bâtiments qui sont abandonnés. Si on pouvait au moins les réhabiliter, je pense que ça sauverait beaucoup de personnes réellement. Après, voilà, il y a d'autres enjeux que nous, on n'a pas spécialement conscience, et il faut être réaliste à ce niveau-là. Mais je pense qu'il y a toujours une part où il y a une possibilité d'agir, surtout à ce niveau-là, quand on voit le nombre de bâtiments délabrés, abandonnés. Et des fois, on se demande qu'est-ce que la ville fait à ce niveau-là, au niveau des logements. Ils veulent réhabiliter la ville haute, mais en ville haute, il y a toujours des bâtiments abandonnés. Moi, je reprends toujours au niveau du monument, donc l'avenue de Waterloo. Et là aussi, certes, ils ont tout refait, c'est magnifique, même pour le complexe universitaire, c'est bien, mais alentour, il y a des bâtiments qui sont aussi abandonnés. Enfin, finalement, c'est un peu vendre, jeter de la poussière aux yeux des gens et se dire, bah, regardez, on a fait de belles choses, mais finalement, quand on regarde dans le fond, pas grand-chose qui a changé. Ça n'apporte rien de plus, à part faire joli dans le plan de la ville. Enfin, voilà. Concrètement, pour les citoyens, ça n'apporte rien de plus. Au niveau du logement privé, on se rend compte qu'il y a eu pendant toute une série d'années des investissements qui ont fait que le bâti s'est dégradé, que c'était des logements soit abandonnés, soit qui n'étaient dans des conditions, on peut appeler un chat, des marchands de sommeil, les fameuses boîtes aux lettres qu'on a vu pousser dans différents quartiers et qui sont évidemment dramatiques en termes de paupérisation, en termes de conditions de logement et qui en fait amène une dégradation importante de nos quartiers. Et donc on travaille avec différents outils pour redynamiser la dynamique économique des différents quartiers, mais aussi pour permettre qu'on ait du logement de qualité. Alors ça va par l'aspect répressif, on a une cellule logement qui va déloger tous les marchands de sommeil et qui, en accompagnant évidemment les personnes qui y habitent, oblige à avoir des normes qui sont correctes pour les logements de qualité. C'est évidemment essentiel dans une ville qui veut se redynamiser, qui veut attirer évidemment des citoyens, c'est d'avoir ce logement de qualité. Mais donc cet enjeu, il est là, c'est vraiment de recréer de la qualité avec les services publics, je l'ai dit, et on le fait, mais la route est encore longue, il faut vraiment le reconnaître, il y a encore de nombreux enjeux, mais aussi on doit travailler de manière à la fois proactive, mais parfois aussi répressive, pour s'assurer que les investissements privés soient de qualité. Les bâtiments que le promoteur de Rive Gauche a été obligé de construire en donnant de l'autorisation qu'il a eue de construire son centre. Donc ce sont des appartements, il y a 60 appartements qui sont arrivés ici. Ils ne sont occupés que par des couples sans enfants, des jeunes et des gens qui acceptent qui n'ont pour moyen que d'aller dans des petits appartements, parce que c'est des appartements minuscules ici. Les changements dans le quartier profitent aux gens qui ont des commerces solides. Et les changements dans le quartier profitent aux gens qui sont propriétaires terriens. Moi j'en suis un. Bon voilà, je suis privilégié, enfin pas privilégié, mais ça fait 40 ans que je ne me paye pas de vacances pour pouvoir me payer mon magasin. Donc je suis propriétaire. Et en quoi est-ce que ça profite ? Mais parce que l'immobilier, évidemment, il a doublé de prix ici, grâce aux investissements de Shalom. Shalom, c'est le promoteur historique de Rive Gauche. Mon magasin, il a doublé de valeur. Mais les briques, pas les livres. Enfin, pour moi, les défis, c'est surtout au niveau des investissements qui doivent être faits dans ces quartiers. Dans certains quartiers, les activités commerciales sont évidemment en souffrance. Et donc là, on travaille à essayer de redynamiser ces quartiers et de réattirer des investisseurs. À force de tout miser pour attirer du monde en ville, on finit par oublier ceux qui y habitent déjà. On se dit, tiens, faisons des investissements pour attirer des touristes.
et des chalands. Et tant pis pour les commerçants locaux, sacrifiés sur l'autel des grandes enseignes. Bah, après tout, qui a besoin d'une boulangerie de quartier quand on peut avoir une énième chaîne de café hors de prix? 7 et 7, ça fait 14, s'il te plaît. Bonne journée, mademoiselle. Il n'y a rien de pire que de laisser à un politicien la gestion d'un phénomène comme le commerce. J'ai milité pour que Rive Gauche vienne s'installer ici. J'ai assisté à des conseils communaux où c'était âprement débattu. Est-ce qu'on va prendre Rive Gauche ou est-ce qu'on va installer un centre commercial au Palais des Expos ou encore à Châtelet, etc. Donc il y avait le choix entre 5 centres commerciaux. Donc on était dans les années juste avant 2010. La ville complète, tous les commerçants de la ville ont défilé en ville pour que Rive Gauche s'installe plutôt qu'un centre au Palais des Expos. Donc pour finir, on a eu notre centre commercial. Et Rive Gauche, c'est une bonne affaire pour beaucoup de gens qui sont très proches de Rive Gauche. Donc la place verte, on va dire le passage de la Bourse, mais ça c'est compliqué le passage de la Bourse parce que vous voyez, il n'y a que 4 commerces dans le passage. Avant Rive Gauche et avant 2006, on va dire, quand Chalom a commencé à acheter les immeubles pour installer son centre commercial, eh bien il y avait 40 commerçants ici. Il n'y en a plus que 4. Vous voyez, il y a des effets collatéraux néfastes. L'effet pervers et collatéral, c'est qu'il n'y a plus personne qui passe rue du Collège. Alors qu'avant, la rue du Collège, c'était 50 commerces. Historiquement, en plus, ça a toujours été. Et une fois que Rive Gauche s'est installée, tous les gens, ils sont aspirés, non pas gare vers Rive Gauche, mais plutôt haut de la ville vers Rive Gauche. Et ils sortent de Rive Gauche par la place Bousset pour aller... C'est plutôt dans ce sens-là, les flux. Mais rue du Collège, c'est devenu une rue morte. Et ça, c'est un des gros effets négatifs de Rive Gauche, c'est que la rue de la Montagne est devenue une rue morte. Hein, il n'y a plus rien à la rue de la Montagne. Et la rue du Collège est une rue morte. Ainsi que, à ajouter la facette piétonnière de la rue du Collège. Philosophiquement, un piétonnier, c'est très chouette. À Bruges, c'est très chouette un piétonnier. Mais pour qui? Pas pour les Brugeois, hein. Pour les gens qui visitent Bruges. Pas pour nous. Hein. Pour moi, c'est une catastrophe, hein, le piétonnier. Je conçois qu'on puisse limiter les voitures en centre-ville, parce qu'il y en aurait beaucoup trop. Mais je ne conçois pas qu'on rende la vie impossible aux riverains et aux résidents de l'endroit où le piétonnier a été installé. Il faut aussi distinguer 2 choses. La première, ce sont les gens qui habitent dans la ville basse. Et puis la deuxième, ce sont les gens qui visitent la ville basse. Ce n'est pas parce qu'on a un centre commercial qui attire 20 000 personnes par jour qu'il y a une gentrification, hein, c'est le contraire. Hein. Au contraire, le centre a fait fuir les habitants en attirant une population. Ce n'est pas tellement la population qui nous visite qui nous fait fuir, ce sont les conditions dans lesquelles on accueille les gens ici depuis que le centre commercial existe. Donc il n'y a plus moyen de se garer ici déjà, ça c'est le premier grief. Hein. La seule façon de se garer quand vous avez une voiture, c'est d'aller dans Rive Gauche ici. Il y a 900 places de parking. Mais c'est 160 € par mois. Moi je casque en quelque sorte une taxe de 160 € par mois si je veux vivre en ville. Voilà, ça c'est la réalité, c'est ce que je vis et c'est ce que nous vivons tous ici. La gentry qui était installée à Charleroi, même eux sont partis. Vous voyez, c'est compliqué, c'est compliqué. Je suis désolé, mais non, il n'y a pas de gentrification à Charleroi. Au contraire, il y a beaucoup plus de pauvres, ce qu'on appelle des pauvres. Il y a beaucoup plus de mendiants. Et il y a beaucoup plus de gens qui souffrent de toxicomanie. Charleroi accueille toute la misère du monde parce que c'est une ville socialiste et que les villes socialistes, elles sont là pour attirer les misères. Hein. Ça fait des électeurs aussi, les électeurs. Cette nouvelle ville qui se dessine, il la destine à qui? Aux touristes? À d'hypothétiques nouveaux habitants? Pourquoi pas? On n'est pas contre. Mais on aimerait être inclus dans ce nouveau Charleroi. On verra à ne pas être oublié.